Okay, we're going to change accents. Sorry. On va aller aux États-Unis un petit peu. Et puis, mais on va garder l'innocence. Allez. Parce qu'un clown, il faut être très très fin pour avoir l'air si crétin. Et moi, je dirige une compagnie, et je suis clown, je dirige une compagnie de maintenant une centaine de comédiens professionnels qui ont une spécialité qui s'appelle le clown. Et ils vont toute l'année dans les hôpitaux français rencontrer des enfants malades, mais aussi hospitalisés. Parce qu'on n'est pas toujours malade à l'hôpital. Des fois, on se fait battre, ou on a d'autres circonstances, ou on a fait une tentative de suicide. Donc il y a toutes sortes de raisons que les enfants se trouvent à l'hôpital, et toutes sortes de raisons que les parents se trouvent à l'hôpital. Et il y a des raisons plutôt curatives que des soignants se trouvent à l'hôpital. Moi, je suis née, on va dire, soignant. Je voulais soigner. Je voulais soigner mon chat, je voulais soigner mon chien, je voulais soigner ma mère. Je suis née d'une famille, j'allais dire Julio-Crétin, en 1949, juste après la guerre. Ma mère était bien déprimée à ma naissance. Donc la chance d'avoir une mère déprimée, c'est qu'on apprend à faire la grimace très vite. Et on se fait bercer par son arrière-grand-mère. Quelle chance d'avoir une arrière-grand-mère qui parlait même pas le yiddish, mais le ladino, qui chantait pendant la première année de ma vie. Donc à partir de ça, je pense que je voulais soigner tout ce qui me passait par la tête, enfin, devant la tête. Donc j'avais un hôpital de poupées. Mon frère arrachait les têtes de mes poupées. J'avais des lits, je les réparais régulièrement. Ensuite, je suis devenue très francophile. Donc, je raconte une histoire, un itinéraire, parce que j'avais un oncle militaire qui était GI en France et qui m'envoyait, moi, petite fille, des cartes postales de Normandie, que tu aimes bien, tu vois, des baguettes, des camemberts. Donc, à 4 ans, je disais, je vais être médecin française. Me voilà 60 ans après, clown docteur, enfin clown hospitalier en France. Quelque part, c'est pas mal. Et puis j'ai persisté dans ma mythomanie enfantin. Et puis j'étais fille au père en France. Et puis j'ai commencé à faire des études de médecine dans le Vermont. J'ai fait un premier stage pendant la guerre de Vietnam avec 3 enfants, notamment brûlés. Et j'ai réalisé que j'étais nulle. Je ne savais pas faire mal. Je ne savais pas prendre des décisions importantes sur la vie de quelqu'un d'autre. Je savais que faire rire. Ou je savais distraire pas mal. C'était assez naturel. Donc j'ai annoncé à mes pauvres parents que j'allais faire du théâtre. Catastrophe. Et j'ai commencé à faire du théâtre. Je suis venue en France, j'ai étudié avec un grand mime qui s'appelle, pas Marcel Marceau, Étienne Decroux. Qui connaît Étienne Decroux? Personne. Toi? Ah, génial. Et puis, j'accélère sur l'histoire. Je commençais à faire du théâtre, du vrai théâtre de rue. Parce que je détestais le 4e mur. Vous voyez bien, j'aime bien vous regarder dans les yeux. J'aime bien tutoyer la foule en délire. C'est important pour moi. Donc j'ai refusé de faire du théâtre sur scène. J'ai refusé que les gens payent. Que je trouvais que c'était plutôt... c'était pas honnête. Donc j'ai fait la Manche pendant 15 ans de ma vie. J'ai voyagé. C'était Capitaine Fracasse, La Strada. Mon compagnon de route avait fait Normal Sup, rassurez-vous. Eh oui, il avait travaillé avec Jérôme Savary et en plus il a fait Normal Sup. Et bon, on était un peu un dragon à 2 têtes. C'était une compagnie de rue qui s'appelle le Palais des Merveilles à l'époque. J'apprenti vraiment, on va dire, la France entière, l'Europe entière. Quand j'ai quitté la France en 80, et hélas, l'autre côté du dragon, je suis rentrée aux États-Unis avec ma fille et je me suis réinventée. Je commençais à parler et faire moins d'acrobatie.
moins de grimaces. Et en 1988, j'ai auditionné pour le Clown Care Unit, Big Apple Circus Clown Care Unit, qui était à l'époque 4 clowns qui allaient de chambre en chambre dans un hôpital d'Harlem amuser les enfants. On va dire ça. C'était un programme pilote absolument extraordinaire. J'ai auditionné dans les soins intensifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai passé toute la journée aujourd'hui à Bicêtre, le matin en soins intensifs, à observer 2 des comédiens de médecin. Et dans l'après-midi, j'ai observé les mêmes comédiens en neurologie. Donc dans des endroits qui font un peu peur, mais en même temps où des besoins de poésie, de douceur énorme, énorme. Et je pense profondément qu'il n'y a que des vrais artistes, des artistes formés, qui peuvent faire ça. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions et un joli nez rouge. Alors que tout le monde est mignon, même vous, tous, avec un nez rouge. Donc mon audition, c'était galère. Je suis arrivée avec des cornes de girafe, des oreilles de girafe, dans un juste corps très sexy avec un queue de girafe, parce que j'ai pensé de mes 20 personnages que je pouvais faire. Je gagnais ma vie entre le théâtre de rue, mais je faisais beaucoup d'événementiels comme Sirène. J'ai fait un spectacle qui s'appelait The Sushi Sisters et j'ai tourné, mais oui, j'ai tourné dans le Japon. Mademoiselle Cookie Saint-Jacques. Donc cette girafe me semblait très à l'écoute, avec ses grandes oreilles, avec ses cornes qui pouvaient gratter. Donc quelque part, les enfants avaient besoin de moi, mais moi j'avais besoin des enfants aussi, pour créer ce lien, cette communication. Donc on m'amène en soins intensifs avec ma flûte. Je n'avais rien sur moi, sauf une petite boîte à musique. Et Michael Christensen, mon ex-patron, me dit show me what you know how to do. This is a little girl, voilà, montrez-moi ce que vous savez faire. Voilà une petite fille, 12 ans, vient de voir une greffe de cœur, fais-la rire. Bon, elle s'est réveillée tout doucement de cette greffe de cœur. Je pense qu'une des premières choses à savoir, c'est, on parlait de le temps de l'écoute de l'autre, il y a aussi des bulles de l'autre. Et tu vois, je peux m'approcher vraiment très proche. Et il y a d'autres personnes, je sens, il vaut mieux que je reste là. Les enfants à l'hôpital, c'est exactement ça. Il y a des enfants où il ne faut absolument pas trop s'approcher. D'autres, ils ont vraiment besoin qu'on les touche tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, en neurologie, des enfants sont très très loin, quelque part dans leur corps, qui ne marchent pas très bien. Donc, on travaille beaucoup, ce qu'on appelle en miroir, on fait des gestes, et l'enfant fait tout de suite un geste, ça stimule, d'accord, dans le temps de l'écoute du corps, de l'âme aussi, et voilà. Donc on est dans les soins intensifs, moi avec ma flûte, et j'ai décidé de simplement jouer Over the Rainbow. Vous connaissez cette... Somewhere over the rainbow, way up high. Donc j'ai fait à la flûte. J'ai pris mon temps, j'ai regardé son respiration. J'ai regardé surtout pas mon ex-patron. Maintenant c'est mon ex-patron, Michael, qui était derrière moi. Parce que j'étais convaincue qu'il me détestait, que je faisais vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Mais j'étais en lien avec cette petite fille horizontale et c'est des grands soins intensifs américains, CCU, Critical Care Unit, 20 lits à l'époque, 88, 20 lits avec des bip, 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 enfin, une horreur, un vrai champ de bataille. On m'a demandé un jour, c'est quoi de faire clown à l'hôpital? Je dis, bah, c'est un peu faire des claquettes dans un champ de mine. Donc je finis mon air de flûte et puis j'ai vu un petit battement de ses cils, c'est tout. J'ai dit, ah, c'est mon courage. Donc j'ai chanté, c'est tout. J'ai vu des yeux qui s'ouvraient tout doucement, tout doucement. Je commençais à me sentir mieux, je commençais à me sentir de plus en plus en connexion avec elle. Et puis
J'ai dit, bon, un clown, c'est toujours en 3 temps. La comédie, c'est toujours en 3 temps. J'ai pris ma petite boîte à musique. Miraculeusement, c'était le même air, Over the Rainbow. Je l'ai plaqué contre son perfusion. J'ai joué. Et là, il y a une petite sourire. Miracle. Petite souris, toute petite. Mais on parle de la valeur d'un produit qu'on peut vendre, mais quelle est la valeur d'un sourire? Moi, je te poserai cette question peut-être à tout à l'heure. Ou même maintenant. On va se parler. Parce que moi, je vends que de l'émotion. Je ne vends pas. Je pense que cette audition, bon, ils m'ont engagée. J'ai travaillé 3 ans et demi avec le Clown Care Unit aux États-Unis. J'ai appris trop de choses, tellement de choses. J'étais dans le Bronx, on m'a envoyé avec ma grande gueule très très loin d'Harlem, dans le Bronx, où il y avait 80 lits à voir tous les jours. Moi, je finissais à 6-7 heures du soir, je rentrais chez moi, la salle blanche, le Bronx, et pas Union Square. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas rester aux États-Unis. Il a fallu que je retourne en France parce que vous êtes des cartésiens délicieux, attachantes, je dis souvent. Vous posez des bonnes questions. À quoi ça sert? Pourquoi faire ça? Alors que je sentais aux États-Unis, it's wonderful, it's great, do some more. Il y avait une grande... comment dire, enthousiasme américain et pragmatisme qui était génial. Mais j'avais ça, moi. Moi, j'avais besoin plutôt de cette mentalité française qui me disait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux continuer? Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant? Moi, j'avais besoin d'avoir ça en face de moi. Donc, et puis, je voulais travailler avec des comédiens qui improvisent, pas faire simplement des numéros. Je voulais travailler avec des soignants la main dans la main, or qu'aux États-Unis, on nous a ordonné de plutôt travailler en parallèle, laver les mains et pas se poser trop de questions. J'avais envie vraiment d'échanger avec les soignants parce que j'avais envie aussi de prendre soin d'eux. Et il faut ruser quand on veut prendre soin des soignants parce qu'ils n'acceptent pas facilement. Et quand on fait du bien aux enfants dans un hôpital, ça fait du bien aux soignants. Et à ce moment, ça se détend. Et puis, 1 an après, il peut nous demander de les faire du bien directement, pas simplement indirectement. Mais ça, on n'a pas le temps de parler de ça ce soir. 3e raison que je suis en France, je trouvais impérative de former des gens, qu'ils ont une formation continue, même si c'est des artistes, encore plus en raison qu'il y a une vraie rigueur et un vrai cadre autour de ce travail artistique. L'improvisation ne s'improvise pas. Donc maintenant, aujourd'hui en France, on est une centaine de comédiens professionnels. Ils sont formés 1 fois par mois, 1 ou 2 jours. Et chaque année, on fait ce qu'on appelle université d'hiver. Il y en avait une la semaine dernière, où le lundi, il y avait un psychologue de Nantes qui a fait un cours sur les maladies invisibles, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Des enfants qui ont le diabète, des enfants qui sont des mucoviscideux, ça ne se voit pas, mais une grande souffrance. Il faut comprendre ces enfants-là. Il y avait 3 jours de clown et musique avec un grand maître du jeu sans parole, Monsieur Cotillard, qui a une fille qui est assez connue. Et puis un musicien aussi pour travailler avec nous pour vraiment aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement. On a des répertoires assez vastes parce que dans les hôpitaux, on trouve le monde entier. À Bondy, on a recensé 60 langues différentes. Donc il faut être toujours prête à chanter en kosovo, en africain. Même j'ai chanté en américain, mais seulement 1 fois. Et puis le vendredi, on a invité 2 psychologues, une de Bicêtre, une en neurochir de Necker, qui nous a parlé de la sidération. Et ça, c'était important de comprendre quand on travaille en réanimation, qu'un enfant qui a tombé d'une fenêtre, qui a eu un accident de voiture, que ses parents sont sidérés. L'enfant peut être sidéré, dans un état de sidération. S'il apprend, il ne peut plus jamais marcher. Donc ça, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas mettre la bonne distance et on ne peut pas jouer. Vous voyez?
Notre but, c'est de préserver l'innocence de l'enfant, qui reste un enfant jusqu'au bout de la vie. Jusqu'au bout de la vie, qu'il soit toujours considéré un enfant qui peut avoir les ressources imaginaires, qui peut accueillir la résilience, s'ils nous choisissent comme tuteur de résilience, qui soit vu comme un enfant, pas comme un malade. J'ai parlé assez longtemps aujourd'hui avec le chef de service de Réa, monsieur le professeur De Victor, qui est un grand poète, c'est un homme extraordinaire. Et il m'a dit que il y avait une étude faite aux États-Unis où les seules choses que les patientes veulent, c'est que le médecin prouve qu'il est humain. Le curatif, c'est autre chose. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je dis vraiment, c'est une grande histoire, c'est une longue histoire. La vie est très longue. J'adore mon équipe. On partage les mêmes valeurs, un peu. Comme vous dites, on n'a pas les moyens de partir en Normandie, mais j'ai des clowns en Marseille, donc on va sur des calanques de temps en temps. Et j'espère pouvoir vraiment ouvrir un nouveau projet par an. Ça, c'est un de nos objectifs. J'ai un vrai conseil d'administration avec le professeur Fischer, qui est notre président. On a un business plan. Ben oui. Même nous, même des clowns. On espère vraiment que le plus d'enfants possible profitent de ces clowns 2 fois par semaine, toute la journée et toute l'année, même en été. Et que peut-être encore plus grande que cet objectif que le plus d'enfants profitent, c'est cet objectif aussi qu'on a de transmettre ce qu'on sait faire, un savoir-faire et un savoir-être. Donc on a créé un institut de formation où on prend en charge 12 stagiaires par an maintenant pour ensuite couper le cordon et les laisser vivre leur vie de clown hospitalier. Parce que c'est un métier, c'est tout nouveau, mais c'est un métier qui a que 21 ans. Je vais suspendre et je veux vous demander de poser vos questions. Parce que vraiment, je peux continuer toute la nuit. Je suis une passionnée. Oui, bonsoir. Vous parliez du fait que c'était un métier maintenant. Vous êtes quand même confronté à une des choses les plus difficiles, qui est la souffrance, la maladie des enfants. Est-ce que, par rapport à ce que vous recevez, vous, tous les jours, au contact de ces enfants malades, vous devez aussi recevoir émotionnellement des choses très difficiles, vous avez un terrain pour aller déposer cette souffrance, j'allais dire. Est-ce que vous avez un cadre thérapeutique, vous, en tant que clown aussi, pour libérer aussi tout ce que vous pouvez voir au quotidien, qui ne doit pas être facile non plus? Un grand partie de la formation, ça s'appelle le groupe de parole. Donc, chaque mois, il y a un cours avec un spécialiste, que ce soit un psychologue, ça peut être aussi un ethnopsychiatre, ça peut être aussi un médecin, mais aussi toujours une demi-journée de partage où les comédiens, pour partager tout ce qui allait mal ce mois-là, et tout ce qui va bien aussi. Il n'y a pas que ça. On a aussi des groupes, à Nancy, ils ont un psy, ils voient un psy 1 fois par mois, le groupe. Pas tous les groupes veulent ça. Ils aiment bien autogérer entre eux. Moi, je laisse faire. Je donne énormément d'autonomie à chaque groupe. Marseille, ils gèrent ça sur le mois. Et puis, une autre chose, on a mis beaucoup de choses en place pour la prévention, ce qu'on appelle le burn-out. C'est que moi, je choisis des gens, premièrement, au départ, basés pas simplement sur leur talent, mais sur leur capacité d'avoir de l'empathie distanciée. Et je dis le mot distancié très sérieusement. Est-ce que c'est des gens résilients? Est-ce qu'ils ont l'énergie de la journée? Est-ce qu'ils sont curieux? Parce que les gens curieux veulent être formés. Et la formation met la distance. C'est une magnifique manière de ne pas accumuler toutes les peines du monde. Quand on comprend qu'est-ce que c'est la douleur et on peut le reconnaître chez l'enfant, on ne va pas le stresser. On ne va pas faire des gestes qui sont trop difficiles à suivre. Est-ce que je suis claire? Et la dernière chose qu'on met en place, ça s'appelle une marraine ou un parrain. Chaque comédien, il a son parrain ou un mentor.
comment on dit en anglais. Et il a des entretiens individuels 2 fois par an avec lui. Et puis, il y a un groupe de parole séparé avec son marraine. Voilà, donc c'est des choses qu'on a mis en place depuis 20 ans. Il y a un génie de la collectivité absolument extraordinaire chez ces comédiens. Ils sont extrêmement consciencieux de leur propre souffrance et ils ont envie de durer. Ils n'ont pas envie de partir. Donc, ils acceptent le cadre. Je m'appelle Jérôme. Je trouve qu'il faut que vous répondiez vous-même à la question que vous avez posée, qui est pourquoi c'est tellement important pour les enfants ce que vous faites et qu'est-ce que ça produit qui est vraiment indispensable pour ces enfants qui sont à l'hôpital. Puis une deuxième question, c'est comment on peut vous aider ? Il y a beaucoup de façons de nous aider. Une s'appelle le bénévolat de compétences. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, vous avez envie de nous aider à chercher des sous, c'est génial. Vous avez des sous en trop, vous pouvez nous envoyer un chèque, vous pouvez être donateur, vous pouvez envoyer 5 centimes ou 20 000 euros. On est en train de mettre en place aussi un gala pour l'année prochaine. Vous avez un carnet d'adresses intéressant, ça peut nous intéresser. J'ai 14 permanents qui vraiment travaillent là-dessus. Vraiment, on a décidé à un moment même de faire du marketing téléphonique parce qu'on a réalisé, soit on reste un petit groupe de 20 clowns sympathiques, un peu hippie communal, soit on va vraiment faire une expansion cohérente où on peut, pour le moment, le budget est que 4 millions d'euros par an. Mais 60% de ce budget vient des donateurs individuels. Donc c'est quelque chose, on a besoin d'expertise, on a besoin de... Voilà, c'est ça qui nous aide. Le buzz, ça nous aide aussi. Parlez-en, comprendre ce que c'est un clown et pas un bozo, ça nous aide. Mais les enfants, premièrement, ils ont envie de jouer. Ils ont envie qu'on les protège dans leur monde de jeu. Ils ont envie de rester des enfants. Ils ne veulent pas être des malades, même s'ils sont très malades. Et les enfants, c'est complexe. Hein. Je pense aussi que le clown, il est nul. Comme je vous ai dit au départ, il faut beaucoup de finesse pour avoir l'air si ignare, si crétin. Et ça donne le pouvoir. Il y a un mot anglais qui s'appelle empowerment. Ça aide l'enfant à avoir une statue plus importante que le clown. Donc le clown est attachant pour ça. Parce qu'il peut le mettre en scène. Il peut avoir un peu de pouvoir dans un monde hospitalier où il n'y a aucun pouvoir. Le moins sur son corps, sur cette maladie, sur la tristesse des parents. Je pense que c'est important pour les enfants de voir leurs parents rire, de voir leurs parents être des parents et pas simplement des gens très inquiets. Ça les aide aussi, les enfants. Enfin, comme je dis, on peut parler toute la soirée. J'ai vu aujourd'hui des enfants entre la vie et la mort, Réa, ce matin, et je suis toujours émue de voir à quel point les parents accueillent les comédiens, ces clowns. Je suis étonnée parce qu'ils ont l'air vraiment des grandes braquignoles, quoi. Il y a un décalage incroyable, mais ils ont une telle finesse, ils ont une telle façon d'approche. La musique est beau. Je dis, c'est des grands artistes, hein, ces 2 filles que j'ai vues ce matin. Et puis ils ont beaucoup de délicatesse. Si l'enfant dit non, ben c'est non. Il n'y a pas de problème. Puis il y a un enfant qui a dit non à 10 heures, elle les a réclamés. Parce qu'on a respecté ce non à 10 heures, elle les a réclamés à 11 heures. OK? On va boire un coup, hein? Oui. Bonsoir Caroline, je suis Caroline aussi. Là. Ah. On est enfant, j'ai plusieurs questions en fait. On est enfant jusqu'à quel âge? On est enfant jusqu'à quel âge pour vous? Oui, parce qu'il y a des tranches d'âge complètement différentes, ça peut aller... Non, officiellement en France, on est un enfant jusqu'à 15 ans et 3 mois. Donc si vous faites une tentative de suicide à 15 ans et 4 mois, on va vous mettre avec des petites vieilles. Ah oui, mais je pense qu'on va toujours rester des enfants jusqu'à la fin de la vie parce qu'on préserve cette partie de nous-mêmes à l'intérieur, plus ou moins. Mais
Je comprends pas bien. Non, non, mais ok. Parce que selon l'âge, il y a des façons d'aborder les enfants qui sont différentes. Comment, C'est évident. comment vous faites pour vous adapter à ça? On va pas faire la même chose pour un ado de 15 ans, de 9 cubes, qu'on va faire pour la jeune femme qui a une anorexie à Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt. On va pas faire la même chose pour un bébé avec toute la famille africaine qu'un enfant qui a peur. Donc il y a constamment une adaptation à son état médical, mais aussi en respect avec son milieu social et culturel. Donc il y a une adaptation, il n'y a pas simplement l'âge, parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a aucune formule magique. Encore une fois, la beauté des formations, c'est que ça donne un geste par expérience et par connaissance, on va être assez juste et authentique. Il faut rester authentique. Si le clown n'est pas authentique, c'est pas un clown, c'est un acteur. Oui. Bonsoir. Quels sont vos conseils pour laisser plus de place aux émotions dans nos vies et dans l'organisation, j'ai envie de dire, dans l'entreprise, pour ceux qui travaillent en entreprise, par exemple? Me voilà, grand conseillère des entreprises. Respire. I don't know. Trouver le plaisir dans chaque moment. Je sais, non, mais il faut vraiment qu'on boit un coup. Moi, j'ai pas de formule magique pour ça. Je pense que chacun vit sa vie comme il veut. Quand on a un sens à sa vie, nobody can take it away from you. Personne ne peut te enlever ça. Donc tu peux faire le travail le plus rébarbatif et con du monde. Si tu as un sens dans ta vie, tout est beau, tout marche, quoi. Enfin, c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas ta mère. Je ne sais pas. Last question, better be good. C'est qui? Bonjour, tu disais que tu étais venu en France pour pouvoir travailler plus avec les soignants dans ton travail. Et dans la deuxième partie, tu n'as pas tellement parlé si finalement tu as réussi à être plus proche des soignants en France et comment le travail avec les soignants se fait. Ça commence par ce qu'on appelle... on n'arrive pas comme des terroristes culturels dans un service, premièrement. On prépare le terrain, on rencontre le chef de service, et puis la personne la plus importante, je ne sais pas si vous venez du milieu médical, c'est le cadre. Donc, au moment qu'il y avait une rencontre, on va dire, le cadre, c'est l'infirmière chef. C'est le personnage clé dans un hôpital. Excuse-moi, mais c'est pas le chef de service. Donc, quand on a rencontré ce duo magique et qu'ils comprennent comment on intervient et quelles sont nos exigences, nous, et on écoute aussi ce qu'ils veulent eux, on rencontre les équipes pour justement répondre à tous les angoisses et fantasmes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des clowns. Par exemple, souvent ils disent pourquoi vous travaillez avec les bébés, c'est pas la peine, ils ne comprennent pas. Alors on les montre des films, on les montre des diapos où les bébés rigolent, ils gigotent leurs pieds et puis et que les mamans se détendent autour de ça. Donc il y a deux utilités. Et puis ce qui est traditionnel chez nous, on appelle ça la relève dans le sud de la France, mais la transmission le matin. Donc on s'assoit déguisé en humain, pas en clown, en civil, tous les matins avec une personne ou deux personnes de l'équipe médicale et on voit qui est là ce jour-là. Une petite fille de 12 ans, rechute d'un neuroblastome, très angoissée parce qu'elle va perdre ses cheveux, mais pas très angoissée à cause du cancer. Genre d'informations on va nous donner. Les parents sont complètement choqués, ils n'arrivent même pas à se parler. Genre d'informations qui sont utiles pour nous,
on ne fait pas de psychothérapie, on n'est pas des thérapeutes, on est des artistes, mais on ne peut pas faire des gaffes aussi. D'accord? Je me souviens aux États-Unis, je travaillais beaucoup avec les enfants qui avaient le sida, donc c'est les années 80, et il y avait souvent un ou deux parents qui étaient plus sur la terre. Donc ce genre d'informations était très important à savoir pour ne pas faire des grosses gaffes. Ok? Voilà, etc. Donc c'est 2 fois par semaine, on rencontre les équipes. Très souvent, on revient en fin de journée pour les raconter, les petites anecdotes, comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de complicité avec eux, on danse avec eux, on chante avec eux, on rigole et on pleure. Ok, merci beaucoup.